La famille de mon mari a organisé une fête de fiançailles pour son frère. Je n'étais pas invitée. Réservée à la famille, a dit sa mère. Il y est allé sans moi. J'ai passé la soirée à passer des coups de fil. Le lendemain matin, l'adhésion de sa mère au country club était révoquée. Son conseil de charité lui a demandé de démissionner. Le club de golf de son père a annulé leur abonnement. Quand ils ont découvert pourquoi et qui j'avais appelé, ils ont enfin demandé qui j'étais vraiment. Avant que je vous dise exactement ce que j'ai dit lors de ces appels, lâchez un petit commentaire pour me dire d'où vous écoutez. J'aimerais savoir qui fait partie de notre communauté aujourd'hui. Je m'appelle Manon, et dans l'air raréfié du 7e arrondissement de Paris, depuis 6 ans, je suis mariée à Arthur, un homme dont le nom de famille est gravé sur les façades des plus vieux immeubles haussmanniens de la ville. Pour ses parents, Charles-Henri et Bérangère, je ne suis qu'une note de bas de page malheureuse, une petite ouvrière diligente qu'il tolère, mais ne voit jamais vraiment. Je suis l'archiviste en chef pour la plus prestigieuse fondation du patrimoine de la ville. Mes journées se passent dans une chambre forte climatisée, à manipuler des documents qui valent des millions d'euros, à vérifier la lignée de ces mêmes familles qui me regardent de haut. Mais pour mes beaux-parents, je suis juste une bibliothécaire glorifiée. Bérangère aime me présenter lors des inévitables réunions de famille comme la petite assistante d'Arthur. Généralement, en me tapotant le bras, avec une pitié qui ressemble plus à du mépris. Ils prennent mon silence pour un manque de substance. Ils voient mon travail comme un hobby poussiéreux. Ils n'ont aucune idée que dans une ville obsédée par sa propre histoire, la personne qui contrôle les archives contrôle la vérité. Ils me rejettent comme une gratte-papier, sans jamais réaliser que les papiers sont les seules choses qui prouvent qu'ils sont bien qui ils prétendent être. Et Arthur m'aime, je sais qu'il m'aime. Mais il m'aime d'une manière silencieuse et prudente. C'est un architecte paysagiste, créatif et brillant, mais entièrement éclipsé par le poids des attentes de sa famille. Il a passé toute sa vie à essayer de ne pas les décevoir. Et cette habitude ne s'est pas arrêtée quand il m'a épousée. Il a appris très tôt que le chemin de la moindre résistance était le seul moyen de survivre dans une maison où l'affection était une monnaie d'échange, distribuée uniquement en échange de la soumission. Les psychologues appellent ça la normalisation. C'est l'effet de la grenouille ébouillantée. Vous grandissez dans un dysfonctionnement si omniprésent que vous ne remarquez plus la chaleur. Arthur ne voit pas l'exclusion que ses parents m'imposent comme de la maltraitance. Il voit ça comme la tradition. Il le présente comme c'est juste leur façon d'être, comme si leur cruauté était un trait de personnalité excentrique, comme être nul en maths ou aimer la nourriture épicée. Il a été conditionné à croire que garder la paix est une vertu, même quand le prix de cette paix est la dignité de sa femme. Il ne me défend pas parce qu'il ne réalise pas qu'une défense est autorisée. Il pense que l'eau est juste tiède. Il ne sait pas qu'il est en train de cuire. Et pendant 6 ans, je l'ai laissé le croire. Je me disais que ça n'avait pas d'importance, parce que j'avais mon travail, mon sanctuaire, j'avais le pouvoir silencieux de connaître la vérité sur tout le monde dans cette ville, même s'ils me traitaient comme une moins que rien. Je pensais pouvoir vivre dans les marges de leur vie pour toujours. J'avais tort. Les marges sont un endroit dangereux. Finalement, on finit par être poussé hors de la page complètement. Tout a commencé un mardi, avec une enveloppe en papier vélin épais arrivée à notre appartement. Elle était adressée uniquement à Monsieur Arthur de Courcy. Je l'ai ouverte, supposant que c'était une erreur, une faute de secrétariat. À l'intérieur se trouvait une invitation pour le gala du patrimoine au Cercle Saint-Louis, une célébration pour les fiançailles du frère doré d'Arthur, Guillaume, avec Victoire, la fille d'un ministre. Le Cercle Saint-Louis, le saint des saints de la vieille bourgeoisie parisienne. Un endroit où les affaires se concluent à voix basse et où les lignées sont comparées comme des chiens de race. J'ai posé l'invitation sur le comptoir de la cuisine, attendant qu'Arthur rentre. Quand il est arrivé, il l'a vu et a blêmi. Il n'a pas croisé mon regard. Il s'est occupé à ouvrir une bouteille de vin, ses mouvements saccadés et nerveux. Il m'a dit, la voix serrée, que sa mère avait appelé. Elle avait expliqué que le gala était strictement réservé aux familles fondatrices, que la table d'honneur était réservée aux détenteurs de titres, que les épouses sans le bon pédigré, les épouses comme moi, se sentiraient juste mal à l'aise. Il a dit qu'il avait essayé d'argumenter. Il a dit qu'il leur avait dit que ce n'était pas juste. Mais à la fin, il a dit la chose qu'il dit toujours. C'est juste une soirée, Manon. C'est plus simple si j'y vais. Ça ne vaut pas la peine de se battre. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai réalisé qu'il ne me protégeait pas de leur snobisme. Il se protégeait lui-même de leur désapprobation.
Il allait me laisser seule dans notre appartement un samedi soir pour aller célébrer une famille qui me traitait comme une maladie contagieuse. Et il s'attendait à ce que je sois compréhensive. Il s'attendait à ce que je sois la bonne petite archiviste silencieuse qui garde la paix. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je ne l'ai pas supplié de rester. J'ai senti un calme étrange et froid s'installer en moi, comme la température dans mes archives. J'ai regardé l'invitation à nouveau. Le Cercle Saint-Louis. Famille fondatrice. Patrimoine. Des mots que mes beaux-parents utilisaient comme des armes. Des mots qu'ils pensaient n'appartenir qu'à eux. Mais je savais quelque chose qu'ils ignoraient. Je savais que le patrimoine n'est pas juste une histoire qu'on raconte dans les soirées. C'est un dossier. C'est une trace écrite. Et les traces écrites peuvent être auditées. Arthur est parti à 18h. L'appartement était silencieux. L'odeur de son eau de Cologne traînait dans le couloir. Un parfum de cèdre et de déni. J'ai entendu la serrure cliquer, et ça a sonné comme le marteau d'un juge qui s'abat. Je suis restée là un moment, à écouter le silence. Ce n'était pas solitaire. C'était clarifiant. Pendant 6 ans, j'avais essayé de construire un pont vers ces gens. J'avais essayé d'être assez bien. J'avais essayé d'être digne. Mais on ne peut pas gagner le respect de gens qui construisent toute leur identité sur l'exclusion. Leur pouvoir ne vient pas de qui ils sont. Il vient de qui ils laissent dehors. C'est une performance. Un château de verre construit sur l'illusion de la supériorité. Ils pensent que leur argent et leur nom les rendent intouchables. Ils pensent que les règles ne s'appliquent pas à eux parce qu'ils ont écrit les règles. Mais ils ont oublié une chose. Ils ont oublié que je suis celle qui garde le livre des règles. Je suis entrée dans mon bureau. C'est une petite pièce, tapissée d'étagères, dominée par une grande table à dessin où je fais mon travail de consulting privé. Je me suis assise et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je n'ai pas ouvert Netflix. Je n'ai pas ouvert une bouteille de vin pour noyer mon chagrin. J'ai ouvert le serveur sécurisé de la Fondation du patrimoine. Je me suis connectée avec mes identifiants d'administrateur. J'ai navigué vers les dossiers des donateurs, les registres des membres du conseil et le registre des actes notariés. J'ai commencé à lire. Je ne cherchais pas des ragots, je cherchais un levier. Je cherchais les failles structurelles dans la forteresse qu'ils avaient construite pour me garder dehors, et je les ai trouvées. Oh que oui, je les ai trouvées. Il s'avère que toute l'existence de Charles-Henri et Bérengère est un château de cartes. Leur position au conseil de l'université, conditionnée par une clause de moralité qui interdit strictement toute atteinte à la réputation de l'institution. Leur présidence du fonds de charité, dépendante du maintien de bonnes relations avec les statuts d'inclusion de la ville. Leur adhésion au Cercle Saint-Louis, c'était le plus intéressant. Le club avait récemment mis à jour sa charte pour éviter les procès, ajoutant une politique de tolérance zéro pour l'exclusion discriminatoire basée sur l'origine ou le milieu social. Ils revendiquaient le patrimoine tout en violant les contrats mêmes qui leur permettaient de le célébrer. Ils paradaient comme les gardiens de la tradition tout en brisant toutes les règles de conduite moderne. C'étaient des fraudeurs, pas financièrement, peut-être, mais socialement. Et dans leur monde, la monnaie sociale est la seule qui compte. J'ai pris mon téléphone. Il était 19h. Le gala allait commencer. Les cocktails seraient servis. Ma belle-mère tiendrait sa cour, racontant aux gens à quel point c'était malheureux que la femme d'Arthur ne puisse pas supporter la pression de la haute société. J'ai composé le premier numéro. C'était le portable personnel de M. Delacroix, le président de la Fondation du patrimoine. C'est un homme qui se soucie de 2 choses, l'exactitude historique et la pureté éthique. Il m'avait embauché. Il me respectait. « Manon ?» a-t-il répondu, surpris. « Tout va bien ?» « C'est samedi soir. Je suis désolée de vous déranger, monsieur Delacroix. » ai-je dit, ma voix posée et professionnelle. « Mais je suis tombée sur un problème de conformité dont je pensais que vous deviez être informé immédiatement. Cela concerne les membres du conseil Charles-Henri et Bérengère de Courcy. Il y a eu un incident vérifié de conduite excluante qui viole le nouveau mandat de diversité de la Fondation. Ça se passe ce soir, au Cercle Saint-Louis. Je n'avais pas l'air en colère. J'avais l'air d'une archiviste signalant un document mal classé. J'avais l'air utile. J'étais létale. J'ai passé le 2e appel au doyen de l'université. J'ai passé le 3e appel au chef du comité d'adhésion du Cercle Saint-Louis. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement présenté les faits. J'ai aligné leur comportement avec les statuts spécifiques qu'ils violaient. Je n'ai pas présenté ça comme un grief personnel, mais comme un risque institutionnel. Ces organisations sont terrifiées par la mauvaise presse.
Elles sont terrifiées à l'idée d'être vues comme dépassées ou sectaires. Mes beaux-parents représentaient un passif qu'elles ne pouvaient plus se permettre. J'étais juste l'auditrice pointant la mauvaise dette. À 20h, j'avais fini. J'ai fermé mon ordinateur. Je suis allée à la cuisine et je me suis versé un verre d'eau. Mes mains étaient parfaitement calmes. Je ressentais un sentiment de paix que je n'avais pas ressenti depuis des années. J'avais arrêté d'attendre une place à leur table. Je venais juste de scier les pieds de la chaise. Je me suis couchée tôt. J'ai dormi profondément. Je savais que le matin apporterait une tempête, mais pour la première fois, je n'avais pas peur du tonnerre. C'était moi qui l'avais invoqué. Arthur est rentré juste après 7h du matin. Il a fouillé avec ses clés, le bruit grattant contre la serrure comme une demande de grâce. Quand il a finalement trébuché à l'intérieur, il ressemblait à un homme qui avait essayé de noyer une mauvaise conscience dans l'alcool et échoué. Il sentait le whisky rance et le parfum cher l'odeur d'une fête à laquelle je n'étais pas assez bien pour assister. Il s'est figé quand il m'a vue assise dans la cuisine, habillée, buvant mon café. Il s'attendait à une dispute. Il s'attendait à des larmes. Il ne s'attendait pas au silence. « Manon » a-t-il croassé, desserrant sa cravate. « Je peux expliquer. » C'était impossible de s'échapper. Maman me surveillait comme un faucon. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas à le faire. Son téléphone a commencé à sonner. C'était un son discordant, violent dans l'appartement calme. Il l'a sorti, plissant les yeux vers l'écran. « C'est mon père », a-t-il marmonné, confus. Pourquoi il appelle si tôt? Il a répondu, mettant le haut-parleur en se versant un verre d'eau. « Papa ? Je viens de rentrer. Je suis... Vraiment. Tais-toi et écoute. » La voix de Charles-Henri a rugi à travers le haut-parleur, arrachant la gueule de bois d'Arthur d'un coup. « Nous sommes attaqués. Je viens de recevoir un email du conseil de l'université. Ils exigent ma démission immédiate. Ils citent une violation de la conduite éthique concernant des pratiques d'exclusion. Et ta mère ? Le fonds de charité vient de suspendre sa présidence en attendant une enquête pour comportement discriminatoire. Ils lui ont révoqué l'accès au compte, Arthur. » Arthur a lâché le verre. Il s'est brisé sur le sol, l'eau s'accumulant autour de ses chaussures. « Quoi ? C'est insensé. Ça doit être une erreur. Un truc de cancel culture. Ce n'est pas une erreur. » La voix de Bérengère a hurlé en arrière-plan. Ils ont cité des statuts spécifiques. Ils savaient pour le gala. Ils savaient pour la liste des invités. Quelqu'un a parlé. Arthur m'a regardé. La réalisation l'a frappé lentement, comme un front froid qui s'installe. Il a vu l'ordinateur ouvert sur la table. Il a vu le calme dans ma posture. « Claire » a-t-il chuchoté, revenant à l'habitude de sa mère d'utiliser le mauvais prénom quand il était stressé, ou peut être qu'il avait juste oublié qui j'étais complètement. « Manon, qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai mis à jour les dossiers, ai-je dit simplement. L'exactitude est importante dans mon métier. Avant qu'il ne puisse répondre, l'interphone a hurlé. Ils n'ont pas attendu qu'on réponde. Ils ont juste maintenu le bouton enfoncé. Arthur a couru à l'interphone, la panique rendant ses mouvements saccadés. 10 minutes plus tard, Charles-Henri et Bérengère ont fait éruption dans notre salon. Ils ressemblaient à une royauté en exil échevelée, furieux et irradiant l'arrogance. « Toi » a sifflé Bérengère, pointant un doigt manucuré vers moi. « Toi, petite moins que rien, jalouse et rancunière. Tu les as appelés, tu as répandu des mensonges sur nous parce que tu n'étais pas invitée à un dîner. Je n'ai pas menti, ai-je dit, restant assise. J'ai signalé des violations des clauses morales que vous avez signées. Vous avez accepté de respecter les normes de diversité et d'inclusion pour garder vos sièges au conseil. Vous avez rompu ces contrats. J'ai juste rempli la paperasse. » Charles-Henri s'est avancé, le visage pourpre. « Tu crois que c'est un jeu ? Tu crois que tu peux détruire ma réputation et t'en tirer comme ça ? Je vais te poursuivre pour diffamation. Je vais t'enterrer sous les frais juridiques jusqu'à ce que tu vives dans un carton. Tu vas les rappeler tout de suite et leur dire que tu étais ivre, ou menteuse, ou folle. Répare ça, ou je te jure devant Dieu, je ferai en sorte qu'Arthur divorce avant midi. » Arthur s'est tenu entre nous, ressemblant à un enfant pris entre des dieux en guerre. « Papa, attends. On va juste. »« Non. » a aboyé Charles-Henri. « Elle doit prendre sa place. Elle pense avoir du pouvoir. C'est une bibliothécaire. Elle n'est rien. » Je me suis levée alors. J'ai marché jusqu'à mon bureau et j'ai pris un épais dossier relié en cuir. Je l'ai posé doucement sur la table basse. « Vous avez raison, Charles-Henri, ai-je dit.
ma voix descendant d'une octave. Je suis une bibliothécaire, une archiviste, pour être précise. Et vous savez ce que font les archivistes? Nous traçons la propriété. Nous vérifions la provenance. J'ai ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvait l'acte de propriété originale de l'hôtel particulier du Marais où ils vivaient. La maison qu'ils appelaient leur demeure ancestrale. Voyez-vous, ai-je continué, vous vous êtes toujours vanté de vivre dans le manoir familial historique, mais vous n'en êtes pas propriétaire. La Fondation du patrimoine en est propriétaire. Votre famille en a fait don il y a 50 ans en échange d'un bail à vie et d'une déduction fiscale massive. Vous êtes des locataires. Bérengère a ricané. On sait ça. C'est une formalité. Le bail se renouvelle automatiquement tous les 10 ans. En fait, ai-je dit, tournant la page jusqu'à la ligne de signature, il se renouvelle à la discrétion du président du conseil d'administration. Et comme M. Delacroix cherchait à prendre sa retraite, il a nommé un successeur la semaine dernière. Quelqu'un qui connaît l'histoire, quelqu'un qui se soucie des règles. J'ai tapoté le papier. Vous l'avez devant vous. Le silence qui a suivi était absolu. C'était le bruit de l'oxygène quittant la pièce. Je suis la nouvelle présidente, ai-je dit. Et j'ai examiné votre dossier. Il y a une clause très stricte dans votre bail, concernant une conduite digne d'un représentant de la Fondation. Votre étalage public de sectarisme hier soir, c'est une violation substantielle. Votre bail expire dans 30 jours. Et je ne suis pas encline à le renouveler. Bérengère a émis un son que je n'avais jamais entendu auparavant, un halètement brut et étranglé. Comme un joint sous vide qui cède. La couleur a quitté son visage si vite que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Elle a cherché le dossier du canapé pour se stabiliser, ses jointures blanches contre le velours. « Tu mens » a-t-elle chuchoté, mais il n'y avait aucune conviction là-dedans. Elle savait. Elle se souvenait d'avoir signé les papiers il y a des décennies, à l'époque où il traitait la Fondation comme une tirelire personnelle. Elle n'avait juste jamais imaginé que la facture arriverait un jour. Charles-Henri fixait l'acte, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson sur un quai. La fanfaronnade avait disparu. Les menaces de procès et de ruine se sont évaporées au moment où il a réalisé que je tenais la seule chose qu'il valorisait plus que l'argent. Son adresse. À Paris, on peut perdre sa fortune et garder son rang. Mais si on perd son adresse dans le Marais, on cesse d'exister. Arthur. Charles-Henri s'est tourné vers son fils, la voix tremblante. Arrange ça. Parle-lui. Dis-lui qu'elle ne peut pas expulser sa propre famille. Dis-lui que c'est de la folie. Elle fait une dépression, a ajouté Bérengère, sa voix montant dans les aigus, les larmes coulant enfin sur ses joues parfaitement poudrées. Arthur, s'il te plaît. Elle nous détruit, fais-la arrêter. Il ne me regardait plus. Il regardait Arthur, utilisant la même arme qu'ils utilisaient depuis 32 ans, l'attente de son obéissance. Il s'attendait à ce qu'il saute, il s'attendait à ce qu'il se plie, qu'il lisse les choses, qu'il sacrifie sa femme pour sauver leur confort. J'ai regardé Arthur. C'était le moment. Il se tenait près de la fenêtre, la lumière du matin frappant son visage. Il a regardé ses parents pleurant, marchandant, terrifiés par un bout de papier. J'ai vu le changement se produire en temps réel. Ce n'était pas une explosion dramatique. C'était la rupture silencieuse d'une attache. Il a réalisé que les géants qu'il avait craints toute sa vie n'étaient que de petites personnes effrayées s'accrochant à un statut qu'ils n'avaient pas mérité. Il a réalisé que la tradition qu'il protégeait n'était qu'un mot chic pour dire harcèlement. « Je ne peux pas la faire arrêter », a dit Arthur, la voix calme. « Et je ne le ferais pas si je le pouvais. » Charles-Henri a reculé comme s'il avait été giflé. « Quoi? Nous sommes tes parents. Tu nous dois. Je ne vous dois pas la dignité de ma femme, » l'a coupé Arthur. Il a marché et s'est tenu à côté de moi, pas devant moi pour me protéger, mais à côté de moi comme un égal. Vous l'avez exclue, vous l'avez humiliée, vous m'avez dit de la laisser à la maison parce qu'elle n'était pas de qualité. Eh bien, il s'avère qu'elle est la seule personne de qualité dans cette pièce. C'est la présidente. Elle prend les décisions. Si elle dit que vous avez rompu le contrat, alors vous avez rompu le contrat. Bérengère a gémi, un son aigu de pur désespoir. Mais où irons-nous? Comment expliquerons-nous cela à nos amis? Vous pouvez leur dire la vérité, ai-je dit, glissant l'avis de non-renouvellement sur la table basse. Dites-leur que vous avez valorisé vos préjugés plus que votre maison. Dites-leur que vous avez échoué à l'audit. J'ai regardé Charles-Henri.
Vous avez 30 jours pour vider les lieux. La Fondation effectuera un inventaire complet de la propriété lundi, pour s'assurer qu'aucun bien historique n'est retiré. Je vous suggère de commencer à faire vos cartons. Charles-Henri a regardé le papier, puis Arthur, puis la porte. Il avait l'air vieux, vaincu. Il a attrapé le bras de Bérengère. Sa poigne dure. « Viens » a-t-il marmonné. « On s'en va ». Ils sont sortis en traînant les pieds, la lourde porte en chêne se refermant derrière eux avec une finalité qui a résonné dans mes os. Ils ne se sont pas retournés. Ils pensaient déjà à la version officielle, au mensonge qu'ils raconteraient pour sauver la face. Mais ça n'avait pas d'importance. C'étaient des locataires, et leur bail était terminé. Arthur a laissé échapper un long soupir tremblant et s'est effondré sur le canapé. Il m'a regardé, les yeux clairs pour la première fois depuis des années. « Je suis désolé, a-t-il dit. Je suis tellement désolé de ne pas l'avoir vu plus tôt. Tu le vois maintenant. »« Ouais, » a-t-il répondu, regardant autour de notre appartement, notre sanctuaire. « Je le vois. Je choisis ça. Je nous choisis. » Je me suis assise à côté de lui. La guerre était finie. Nous avions gagné. Mais en regardant les débris de sa vie de famille, je savais que le nettoyage ne faisait que commencer. La justice est satisfaisante, mais elle laisse du désordre. Heureusement, nettoyer le désordre, c'est exactement mon métier. Ça fait 6 mois que les déménageurs ont sorti le dernier meuble ancien de Charles-Henri et Bérengère de l'hôtel particulier. Ils vivent dans un condo moderne à La Défense maintenant. C'est une tour de verre et d'acier, sans histoire et sans statut de famille fondatrice. Ils ont toujours leur argent, mais à Paris, l'argent sans une bonne adresse n'est que de la monnaie. Ils sont confortables, mais ils sont insignifiants. Et pour des gens qui se nourrissaient de prestige, l'insignifiance est un sort pire que la pauvreté. Quant au manoir, la Fondation l'a transformé en musée et centre de recherche. C'est ouvert au public maintenant. Les grilles qu'ils utilisaient pour garder les gens dehors sont grandes ouvertes, accueillant quiconque veut apprendre l'histoire de la ville, la vraie histoire, pas la version aseptisée qu'ils essayaient de curer. Ce soir, Arthur et moi organisons un dîner. Notre appartement n'est pas un manoir, mais c'est le nôtre. La table est bondée. Il y a Monsieur Delacroix, qui a pris sa retraite le mois dernier. Il y a ma meilleure amie des archives. Il y a 2 collègues d'Arthur de son cabinet. Il n'y a pas de table d'honneur. Il n'y a pas de siège réservé pour les titres de noblesse. Tout le monde ici a gagné sa place en étant gentil, en étant intéressant et en étant vrai. Je regarde Arthur verser du vin à nos invités. Il a l'air différent. La tension qui vivait dans ses épaules a disparu. Il rit plus fort. Il ne vérifie pas son téléphone nerveusement toutes les 5 minutes. Il ne rétrécit plus. Il grandit. Les gens confondent souvent la justice avec la destruction. Ils pensent que quand on tient quelqu'un responsable, on démolit les choses. Mais en regardant autour de cette pièce, en regardant mon mari qui est enfin libre d'être lui-même, je réalise que la justice est en fait un acte de création. C'est comme le jardinage. On n'arrache pas les mauvaises herbes parce qu'on déteste la terre. On arrache les mauvaises herbes parce qu'on aime les fleurs. Il faut nettoyer la pourriture pour faire de la place aux racines. Je n'ai pas détruit une famille. J'ai élagué une branche morte pour que le reste de l'arbre puisse survivre. J'ai nettoyé le terrain pour que nous puissions construire quelque chose qui ne s'effondrerait pas sous le poids de sa propre hypocrisie. Nous avons bâti une nouvelle table. Et celle-ci a de la place pour tout le monde. Arthur croise mon regard à travers la pièce. Il lève légèrement son verre, un toast silencieux juste pour moi. Je lui souris en retour. Je touche le collier que je porte, une simple clé en or sur une chaîne. Ce n'est pas la clé d'un manoir, c'est la clé de ma propre vie. Et je ne la rendrai plus jamais à personne. Si vous avez déjà dû construire votre propre table parce qu'il ne voulait pas vous donner de siège, cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez cette histoire. On ne sait jamais qui a besoin de l'entendre.